Bonjour Sonia Backès. Bonjour. Les Calédoniens connaissent de vous le personnage public, ancienne dirigeante d'un grand syndicat calédonien, ancienne élue au gouvernement, ancienne élue à la province sud, ancienne élue au Congrès, ancienne candidate aux élections législatives et actuellement présidente de la province sud. Mais si les Calédoniens connaissent le personnage public, souvent d'ailleurs à travers un prisme déformant, ils connaissent mal en revanche la personne que vous êtes. Où vous êtes né, les écoles que vous avez fréquentées, vos rêves de jeune calédonienne. Est-ce que vous avez été cheftaine de Louveteau? Sonia Backès, qui êtes-vous? Ça, c'est une bonne question. Alors, en fait, mon grand-père est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Il a vécu à Wailou, puisqu'il a construit le temple d'Oneva à Wailou. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Il a construit le temple d'Oneva à Wailou. Oui, il était maçon, c'est un Portugais. Ouais, hein, donc vous savez, les Portugais, il y a beaucoup de maçons. Il a effectivement construit le temple d'Oneva à Wailou. Ensuite, mes parents se sont connus à Pointe-d'Imier, en 74. Et j'ai sans doute été conçue à Pointe-d'Imier et je suis née à Nouméa. Une demi-broussarde, quand même. Voilà, faut pas exagérer, mais c'est vrai que, en tout cas, l'histoire de mes parents a été en partie en brousse. Moi, j'ai grandi à Koutiau, puis à la cité boutonnée à Nouméa. Et donc, j'ai été à l'école à Nouméa. Et vous aviez, jeune calédonienne, quel rêve de la Calédonie? Dans quel état la Calédonie se trouvait quand vous étiez lycéenne? Alors d'abord, j'ai connu les événements, j'étais petite, j'avais 8 ans quand ça a commencé. J'avais ma meilleure amie qui était une petite Kanak qui habitait en dessous de chez moi. Et c'est vrai que tout ça nous a un peu troublés parce que bon, ça correspondait pas à ce qu'on avait construit ensemble. Et puis après, c'est vrai que dès les événements, j'ai voulu m'impliquer en politique, j'ai voulu m'investir parce que j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin d'agir, j'avais besoin de me dire que je voulais plus revivre ça et je voulais plus qu'on connaisse ça à nouveau. Donc j'ai voulu m'impliquer très très tôt et je me suis impliquée en politique très très tôt. Et ben voilà, c'est fait. Vous exercez une fonction exposée, des responsabilités importantes. La province sud, c'est 2/3 de la population de la Nouvelle-Calédonie, avec un budget qui ne correspond pas à ces 2/3 de C'est plus que ça, maintenant c'est 3/4, c'est 76%. 3/4, 76%. Ce que les gens connaissent mal, c'est l'exposition, ce qu'elle entraîne. Vous êtes souvent menacé, insulté sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous effraie? Non, j'ai appris à vivre avec, malheureusement. C'est pas parce qu'on vit avec qu'on l'accepte. J'ai porté plainte à chaque fois que j'ai été menacée de mort. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de condamnations. Et je pense que c'était important, parce que les gens qui ont été condamnés ont dit « mais non, mais en fait, on a juste dit ça comme ça ». Mais non, on ne dit pas ça comme ça. Quand on menace de mort, c'est un acte, c'est un délit. Et là où je considère qu'il y a une limite qui a été dépassée, c'est quand mes enfants ont été menacés. Donc là, j'ai non seulement, évidemment, dénoncé ces propos-là qui ont été condamnés, et j'ai organisé les choses pour que mes enfants ne soient pas ennuyés. Eh bien, que la justice fasse son œuvre. Hier, le gouvernement, en l'absence d'une majorité, a refusé à la SLN les 2 millions de tonnes de minerais supplémentaires qu'elle doit exporter pour financer de nouveaux investissements et consolider sa position qui est aujourd'hui dramatique. Quels sont vos commentaires sur ce vote? Plusieurs choses. D'abord sur le fond, sur la question même de la SLN. La SLN a mis en place un plan de sauvetage. La SLN est vraiment dans une situation financière dramatique. Les gens n'y croient jamais parce qu'on a toujours l'impression que ça fermera jamais, la SLN. C'est là depuis tellement longtemps que ça fermera jamais. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que là, si le plan de sauvetage n'est pas mis en place, eh bien, la SLN fermera et tous les emplois qui vont avec. Et le plan de sauvetage, il y a 3 parties, je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas, les exports, c'était une partie importante du plan de sauvetage. Il faut savoir qu'en 2019, en début d'année 2019, le gouvernement de Philippe Germain a accepté que la SLN exporte 4 millions de tonnes. Et Philippe Germain, à ce moment-là, n'a demandé aucune contrepartie à la SLN. Là, cette fois, il a demandé des contreparties absolument gigantesques et impossibles à mettre en œuvre de la part de la SLN. Tout simplement pourquoi? Pour déstabiliser les institutions, pour faire que la situation en Calédonie soit la pire possible, pour pouvoir dire que c'était mieux avec eux. Donc vraiment, c'est une catastrophe. Et vous savez, M. Boyau, ça pose la question de fond de savoir ce qu'est encore ce gouvernement. Il y a eu un communiqué de Calédonie Ensemble hier disant « Non, non, mais en fait, Philippe Germain, il s'exprime en son nom propre. » Mais de quoi il s'exprime en son nom propre? On a un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est composé de 11 membres, dont un ne représente que lui. Je rappelle que Philippe Germain, il a été élu par personne, il était sur aucune liste. Il a été mis là par Calédonie Ensemble, qui aujourd'hui dit non, mais en fait, c'est pas nous.
ça peut pas marcher comme ça. On arrive à la limite de l'exercice, ce gouvernement collégial, il ne fonctionne plus, pas celui-là en particulier, le gouvernement collégial. Ça ne peut pas marcher d'avoir un système où on a un type qui ne représente rien, qui décide de l'avenir de milliers d'emplois, de milliers de Calédoniens. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que, vraiment, et c'est ce qu'on dit nous, depuis quelques années, on est arrivé au bout de l'accord Nouméa, on est arrivé au bout de ce système-là. Le gouvernement, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne dans l'organisation institutionnelle? Ce sont les provinces. Les provinces, c'est une organisation qui fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que les populations... Parce que les provinces représentent réellement les populations un peu plus homogènes qu'il peut y avoir qu'au sein de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas considérer qu'on gère de la même manière ou qu'on prend les mêmes décisions en province sud, où on a une agglo qui représente 80% de la population de la province sud, donc une grande ville, de la vie économique, etc. Et puis en province des îles, où on a 100% de terres coutumières. On ne peut pas avoir des décisions collégiales et les mêmes pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas pour ça qu'on dit qu'on veut séparer ou qu'on veut partitionner. Simplement, il faut être pragmatique, il faut être réaliste. On ne vit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes modes de vie. Et maintenant, il faut faire que, tout simplement, on ouvre les yeux là-dessus et qu'on accepte cette réalité. Alors, Jean-Yves Fabron déclarait récemment que la partition, c'est le partage. En fait, la partition est un mot tabou encore, que les gens refusent en grande majorité. Enfin, je pense, en grande majorité. Mais c'est vrai que le partage de la Calédonie a été effectué par la création des provinces. En matière minière, par exemple, qui est compétent? Alors d'abord, effectivement, vous l'avez dit, la volonté des accords de Matignon, c'était ce partage. Et la création des provinces, finalement, quelle est la période où ça a le mieux fonctionné? C'est entre 88 et 98. Entre 88 et 98, le fondement des accords de Matignon, c'était les provinces. Et c'est à ce moment-là que ça a le mieux fonctionné. Donc tout simplement, c'est à cette organisation-là qu'il faut revenir. Vous me parlez de la mine. La mine, vous le savez maintenant, vu que le dossier Vallée est au cœur des sujets, c'est la province sud qui va décider. Mais la province sud, elle est pieds et poings liée d'un certain nombre de décisions du Congrès. Par exemple, la question du code minier. La province ne peut pas... Il y a plein de choses que la province ne peut pas faire. Mais moi, je dis, laissons chaque province décider de ce qu'elle fait de ses mines, de la manière de s'organiser. La province Nord, Paul Néaoutine veut avoir un modèle dans lequel la province Nord a 51% de l'usine du Nord et a 1200 milliards de dettes. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est son modèle, c'est son choix. Mais qu'il n'essaye pas de le calquer en province Sud. Parce qu'en province Sud, c'est pas notre modèle. Moi, dans la discussion qu'on a eue avec Vallée lors de son départ, avec les repreneurs, eh bien, nous, on a demandé l'annulation de la totalité de nos dettes. C'est-à-dire que nous, en province Sud, on n'a plus de dettes sur l'usine du Sud. On n'a plus de dettes et on considère que dans le modèle que nous, on porte, eh bien, c'est bien que les salariés soient actionnaires. C'est bien que les salariés soient actionnaires parce que c'est eux qui font tourner l'usine, c'est eux qui ont envie que ça marche. S'ils ont envie de gagner de l'argent, ils ont envie que ça marche. Et les salariés, c'est pas des loyalistes. Hein. Les salariés, c'est toutes les tendances politiques confondues. C'est la Calédonie, les salariés. Et c'est ça notre modèle à nous. Eh bien, je demande à chacun de respecter ce modèle-là. Moi, je respecte le modèle de l'usine du Nord. C'est le leur, c'est pas le mien. Mais je demande de respecter ça. Et je pense que si chacun respecte sa liberté, sa propre liberté, ses propres choix, eh bien c'est comme ça qu'on fera marcher la Calédonie. Alors, il n'y a pas que la SLN, il y a surtout aujourd'hui l'usine Vallée, avec une date d'échéance, le 12 février. Est-ce que cette date est une date immobile, intangible? Est-ce qu'elle peut bouger? En tous les cas, vous avez annoncé que la province Sud lançait la procédure pour faciliter la vente, pour permettre la vente de Vallée NC à Aproni Ressources. Cette procédure est en cours. Quel est son avenir? Alors effectivement, d'abord, je rappelle qu'il y a une seule offre. Je rappelle qu'il n'y en a pas 50. Alors il y a eu après des propositions diverses et variées des indépendantistes. Alors d'abord, Sophie Nord Correa Zinc, pour finalement se rendre compte que Correa Zinc ne voulait pas mettre d'argent, et puis finalement il s'est retiré. Ensuite, on a eu un plan B dont on attend toujours l'explication. Puis la nationalisation. Alors là, c'était une proposition de Calédonie Ensemble, reprise par les indépendantistes, puis finalement les indépendantistes ont dit non, non, nous on est indépendantistes, donc on ne veut pas la nationalisation. Et puis aujourd'hui, on a la proposition de 100% de reprise par SPMSC, qui n'a pas le premier franc. Est-ce que la province a un autre choix que de faciliter cette reprise? L'objectif de la province, et je l'ai dit depuis le départ, c'est le maintien des emplois. C'est tout. C'est-à-dire que nous, on est mariés avec personne, ni avec Trafigura, ni avec Glencore, ni avec je ne sais qui. On est simplement mariés avec le fait
qu'on veut sauver les emplois, on veut sauver l'usine du Sud. Et aujourd'hui, malheureusement, aucune des propositions qui a été mise sur la table ne permet de sauver cette usine. Donc nous, la responsabilité de la province, c'est d'avancer pour que cette usine soit sauvée. Et donc de continuer le processus. Alors vous m'avez parlé de la date du 12 février. La date du 12 février, c'est en fait simplement, vous savez, quand on achète une maison ou un appartement, on signe un compromis de vente. Voilà. Ce compromis de vente, il a été signé le 12 décembre, il dure 2 mois, donc il arrive au 12 février. Simplement, il est beaucoup plus souple qu'un compromis de vente tel qu'on peut les signer nous. C'est-à-dire qu'en fait, le 12 février, si Vallée considère que le repreneur n'est plus crédible, il peut arrêter ce compromis, ça c'est possible. Par contre, s'il considère que le processus est en cours et qu'il faut encore du temps, eh bien ce compromis peut s'étendre. Donc en fait, très certainement, les discussions, la construction de ce rachat va durer sans doute jusqu'en mars, peut-être même jusqu'en avril, pour finaliser le montage. Donc il n'y a pas de date limite au 12 février. Et c'est vrai que j'en profite pour le dire aux indépendantistes. Il y a des solutions, il y a des constructions possibles qui permettent aux uns et aux autres de s'y retrouver. Simplement pour ça, il faut se mettre autour de la table. Et aujourd'hui, les indépendantistes disent on ne veut plus se mettre autour de la table tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'usine du Sud. Mais ils croient que le problème de l'usine du Sud va se régler sans se mettre autour de la table. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire, quand on dit on veut dialoguer, il faut vouloir dialoguer. Quand on veut dialoguer, il faut écouter l'autre d'abord, et puis il faut essayer de comprendre. Moi, j'ai passé des heures, vous savez, certains me reprochent de ne pas discuter. J'ai passé des heures, alors évidemment les 17 heures de table ronde qui étaient officielles, mais au-delà de ces 17 heures-là, des heures et des heures à discuter, à essayer de comprendre. On en est aujourd'hui à 51% d'intérêt calédonien. Il y a 7 expertises qui ont été lancées sur le barrage parce que j'ai senti et compris l'inquiétude des Calédoniens sur cette question du barrage. On a descendu Trafigura, qui était un peu l'antéchrist pour certains, en dessous de 20% d'actionnariat. Tout ça, on l'a fait parce qu'à un moment donné, on a entendu les inquiétudes des uns et des autres. Mais en face, s'il y a Trafigura, ce sera la guerre. Mais enfin, moi, je ne sais pas quel projet de société ils veulent construire, mais c'est un peu comme ce qui s'est passé à Bélep ou à Marais. Quand on n'est pas d'accord, on casse, on frappe, on brûle, on exclut. Mais moi, ce n'est pas ce projet de société-là que je veux. Je considère que quand on n'est pas d'accord, et là, ce n'est pas entre loyalistes et indépendantistes, à Bélep et à Marais, il n'y a pas de loyalistes. Hein, donc comme ça, c'est simple, il y en a 7 qui ont voté, qui ont voté non. Bon, donc ce n'est pas un problème d'indépendantiste ou de non-indépendantiste. C'est un problème de la manière dont on veut construire cette société. Moi, je considère que, je l'ai dit, on a des vrais points de désaccord, on a des vraies divergences. Mais à un moment donné, on les règle en se mettant autour de la table. Et quand on se met autour de la table, on ne dit pas soit c'est ma solution, soit je brûle. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce qui est important pour lui, et une fois qu'on a entendu ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui est important pour moi, et comment on peut trouver un accord là-dedans. Donc je le répète, aujourd'hui on a malheureusement, alors c'est pas le cas de tous les indépendantistes, parce qu'il y a des gens qui réellement veulent trouver des solutions, et qui font des efforts pour trouver des solutions. Le problème c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément eux qu'on entend le plus. Alors hier soir, il y avait une réunion importante des loyalistes, avec beaucoup de monde. Vous avez prôné au cours de cette réunion, dans le contexte actuel, le dialogue et la fermeté. Le dialogue, vous venez d'en parler, vous le pratiquez. La fermeté, qu'est-ce que vous entendez par fermeté ? On est sur le territoire de la République. Sur le territoire de la République, on a l'ordre républicain. Puis au-delà de la République, ceux qui prônent l'indépendance, je ne crois pas qu'ils aient intérêt à dire qu'à chaque fois qu'il y a un désaccord, on est violent. Donc on a un certain nombre de règles, et ces règles, elles doivent être respectées, par tous. Et quand elles ne sont pas respectées, eh ben, elles doivent être sanctionnées. Elles doivent faire l'objet de réactions proportionnées. Ça a été le cas jusqu'à la fin de l'année dernière. Il y a eu des réactions extrêmement violentes de ceux qui combattaient l'usine du Sud. Et il y a eu une réaction de la part de l'État, des forces de l'ordre, qui ont réagi, qui ont interpellé, qui ont apporté la bonne réponse à ces violences, à ces exactions. Depuis le début de l'année, malheureusement, l'État est moins présent, voire complètement absent. Complètement absent. On a une déclaration du ministre qui n'a pas donné lieu à aucune suite. Et malheureusement, la situation s'enlise. Et quand la situation s'enlise, et quand... vous savez, ni la province sud, ni le gouvernement n'ont de gendarmes ou de policiers. Hein, donc ça ne peut être que l'État qui réagit. Quand l'État n'est pas présent, eh bien la tentation des citoyens, c'est de s'organiser eux-mêmes. Et on peut le comprendre. Je veux dire, quand à un moment donné, on est mis en danger chez soi, on est mis en danger, les gens qui passent à Saint-Louis tous les jours,
eh bien, quoi, ils vont continuer à dire à leurs enfants, baissez la tête parce que vous risquez de prendre un caillou dans la vitre. Mais comment on veut vivre? Ça, c'est insupportable. Quand moi, je demande aux entreprises de venir nettoyer la route et que les gendarmes sont incapables de sécuriser les entreprises pour nettoyer la route, alors qu'on sait que dans la tribu de Saint-Louis, il y a 30 personnes qui posent problème. Eh bien, à un moment donné, la responsabilité de l'État, c'est de le faire. Et si l'État ne le fait pas, il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il y ait des réactions des citoyens. C'est tout, c'est ça la réalité. Donc, la fermeté, c'est de dire, bah oui, on dialogue, oui, on doit aller au bout du dialogue, on doit aller au bout de se poser les questions de ce sur quoi nous, on est prêt, des efforts que nous, on est prêt à faire pour avancer. Mais la réponse, ça ne peut pas être la violence, la réponse, ça ne peut pas être les délits, ça ne peut pas être la mise en danger des gens, c'est pas possible. Alors, il y a une question de fond. Les accords de Matignon et l'accord de Nouméa reposent d'abord sur ce qu'on a appelé un esprit, une volonté politique. Au cœur de cet esprit, rétablir la paix. Partage du pouvoir économique, partage du pouvoir politique, et puis une ambition, un destin commun. C'est cet esprit qui a dicté la loi. Ce n'est pas la loi qui a dicté l'esprit. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que l'esprit est mort et que donc l'accord est mort ? Alors j'étais jeune il y a 30 ans, mais je crois qu'effectivement les accords de Matignon et l'accord de Nouméa ont été signés avant tout pour la paix, pour maintenir la paix. Quand un des partenaires de l'accord de Nouméa, les indépendantistes en l'occurrence, font appel à la violence en réaction à un désaccord, je considère qu'ils sont sortis de l'accord de Nouméa. Et quand l'un des partenaires appelle à un comité des signataires, qui est l'instance de dialogue de l'accord de Nouméa, et que les indépendantistes le refusent, ils sont sortis de l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, les indépendantistes, les choix qu'ils ont faits, c'est de sortir de l'accord de Nouméa. C'est grave ce choix-là, parce que c'est bien l'accord de Nouméa, enfin c'est les accords de Matignon, puis l'accord de Nouméa qui a maintenu la paix pendant 30 ans. Alors, ils ont pris l'habitude, malheureusement, que tous les efforts soient faits dans leur sens. Peut-être que certains leur ont donné de mauvaises habitudes, mais en tout cas, ces accords ont maintenu la paix. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est on doit rétablir cette instance de dialogue. Il n'y a pas de si on n'a pas réglé l'usine du Sud, on ne se met pas autour de la table. Non, pour régler l'usine du Sud, il faut se mettre autour de la table. Et l'instance de dialogue officielle de l'accord de Nouméa, c'est le comité des signataires. Donc je le répète, il faut qu'il y ait un comité des signataires et le plus rapidement possible pour régler ce problème-là. Mais les indépendantistes ne peuvent pas dire d'un côté l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa, et puis tout casser. C'est pas possible. Donc soit ils sont dedans, soit ils sont dehors. S'ils sont dehors, et c'est ce qu'ils font actuellement, ils ne peuvent pas exiger un troisième référendum tel qu'il a eu lieu pour les deux premiers. Et l'État ne peut pas accepter doctement les desiderata des indépendantistes alors qu'ils ne respectent pas le reste. Donc moi ce que je dis, et ce que je dis en particulier à l'État, c'est si les indépendantistes ne respectent pas l'accord de Nouméa, eh bien il ne peut pas y avoir de troisième référendum tel qu'il a été organisé. C'est, à un moment donné, le troisième référendum, s'il a lieu là, dans les conditions dans lesquelles on est, ce sera la guerre civile en Calédonie. C'est ça la réalité. Et donc, la responsabilité de l'État, c'est de mettre sur la table une proposition pour dire, voilà, c'est comme ça. C'est ça qu'on veut. Les Calédoniens se sont exprimés 2 fois pour rester français. Il y a quand même 47% des gens qui veulent l'indépendance. Il faut qu'on trouve quelque chose pour vivre ensemble. Et ce quelque chose pour vivre ensemble, je suis convaincue que c'est aussi le fait d'accepter nos différences, et en particulier nos différences entre les provinces. Est-ce que vous avez le sentiment que la fin de l'accord de Nouméa, qui prolongeait les accords de Matignon, doit se solder par ces référendums à l'échelle territoriale? Est-ce que vous constatez qu'à l'échelle territoriale, un référendum tel qu'il est prévu aboutit à un échec, à une césure de la population et l'antichambre des violences? Là, dans la situation dans laquelle on est, je ne vois pas comment le troisième référendum va régler le problème. C'est-à-dire que même s'il avait lieu, d'abord, s'il avait lieu, il faudrait qu'il ait lieu le plus vite possible, parce qu'on ne va pas y passer encore des années et des années dans cet accord. Donc vous êtes d'accord avec les indépendantistes pour l'organiser le plus vite possible? Je considère que ça règle rien, et puis je considère que ça va amener à la guerre civile. Mais on ne va pas encore repousser le problème. Mais de toute façon, qu'il y ait référendum ou pas référendum, c'est pas ça qui va régler le problème, au contraire. Donc à un moment donné, vous savez, à la fin, comment ça va se passer? Soit on va se tirer dessus et personne ne le souhaite, soit il faudra qu'on trouve une solution. Peut-être on peut éviter d'en passer par le troisième référendum, puisqu'on sait qu'on va devoir trouver une solution. Donc, je considère que l'État, là, doit prendre ses responsabilités. Il l'a fait en 88, il l'a fait en 98. Les accords de Matignon et l'accord de Nouméa, il n'est pas sorti de nulle part. C'est l'État qui a mis les choses sur la table. Donc, aujourd'hui, que fait l'État?
L'État quoi? Nous regarde, parce que là, ça va mal finir. Hein. Moi, j'ai entendu l'ambiance qu'il y a eu. Moi, j'ai été à Païta à la fois et hier à Nouméa. Les gens sont remontés et ils ont raison. Ils n'en peuvent plus. Et ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on a un troisième partenaire qui est censé être celui qui porte cet accord, qui est complètement absent. Donc il va falloir que l'État reprenne la main, hein, sérieusement. Ben, au moins, c'est clair. Revenons à la province sud que vous présidez. Elle a voté son budget. Le budget de la Nouvelle-Calédonie n'est toujours pas voté. On dit qu'il a peu de chances d'aboutir à l'équilibre, en dehors d'une aide de l'État. Si le budget de la Nouvelle-Calédonie n'est pas voté et qu'il est mis sous tutelle de l'État, est-ce qu'il y aura des incidences sur le fonctionnement budgétaire des provinces et des communes? Alors d'abord, vous savez, les Calédoniens pas forcément attentifs à tout ce qui se passe au gouvernement et au Congrès, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les loyalistes n'ont plus de majorité au Congrès. Depuis plusieurs mois déjà, les indépendantistes sont majoritaires, alors avec les Veilles océaniens, puisqu'ils ont constitué un groupe avec eux, mais aussi avec Calédonie Ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que les loyalistes proposent quelque chose, ils se retrouvent avec une majorité contre eux, donc ils n'ont plus la possibilité de gouverner la Nouvelle-Calédonie. C'est la réalité depuis déjà plusieurs mois. Ce budget, effectivement, il n'est pas équilibrable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un héritage extrêmement lourd. Nos prédécesseurs ont mis beaucoup de poussière sous le tapis, et la poussière aujourd'hui, elle est plus large que le tapis. Donc ça déborde de tous les côtés, donc il n'y a pas de possibilité d'équilibre. Et sans l'aide de l'État, parce qu'en plus il y a quand même plus de 12 milliards de dépenses liées à la barrière sanitaire qui nous permet aujourd'hui de vivre, d'être là, vous et moi, sans masque, et de continuer à fonctionner ensemble, à fonctionner correctement dans une vie normale. Mais ça coûte entre 10 et 12 milliards par an à la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, on a besoin de l'aide de l'État pour ça. Et puis effectivement, il y a l'héritage. Donc je ne sais pas si la Nouvelle-Calédonie équilibrera son budget. Je pense que c'est souhaitable. Je pense que, vous savez, en période de crise, et c'est ce qu'on a fait à la province, il faut en profiter pour faire des efforts, pour faire les efforts nécessaires. À la province, on a supprimé 80 postes l'année dernière. On va en supprimer 60 cette année. On rationalise les dépenses. On a supprimé des directions, des directeurs, etc. On a supprimé des établissements publics. Il y a des efforts à faire. Ça fait faire des centaines de millions d'économies qui sont nécessaires pour la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement doit faire ces efforts-là, doit profiter de la crise pour faire ces efforts-là et doit équilibrer son budget. Mais si la Nouvelle-Calédonie était mise sous tutelle, ça ne mettrait pas en difficulté la province, puisque les dotations qui sont données aux provinces sont des dépenses obligatoires, que nous avons construit notre budget sur la situation la plus pessimiste possible en termes de recettes fiscales, qui finalement sont visiblement supérieures à ce qu'on a estimé. Donc la province peut continuer à tourner malgré la mise sous tutelle de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce paysage plutôt inquiétant, économique, social et politique, Sonia Baccas, est-ce que vous pouvez donner aux Calédoniens une raison d'espérer? Oui, alors je suis sans doute de nature très optimiste, mais d'abord, je l'ai dit, on vit sans Covid. Vous savez, quand la première fois que j'ai parlé à Thierry Santa de lui mettre à disposition le Sheraton pour accueillir, pas le Sheraton, le Méridien, pardon, pour accueillir des personnes qui arrivaient des avions, tout le monde a ri, parce que ça paraissait complètement dingue de mettre à disposition des hôtels et de mettre des gens dans des hôtels en quarantaine. Aujourd'hui, cette barrière sanitaire, elle nous permet de vivre heureux, de vivre tous ensemble. Et je pense qu'on va pouvoir aller au-delà de ça. Je pense qu'il y a une forme, et je l'ai écrit au président du gouvernement, une forme de tourisme qui peut être construit sur notre situation Covid-free, où on pourrait accueillir des gens vaccinés, etc., qui ont envie de vivre comme nous on vit. Donc je pense qu'on a un vrai intérêt pour certains. Et puis ensuite, on a un pays qui est magnifique, on a du nickel, on a des vraies ressources économiques, on a un lagon extraordinaire. Enfin, honnêtement, hein, vu de l'extérieur, ça doit être hallucinant. On n'a pas de Covid et on se crée des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, je crois simplement que, encore une fois, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour vivre ensemble, pour accepter nos différences. On ne va pas vivre pareil en province des îles qu'on va vivre à Nouméa, c'est comme ça. Mais on va continuer à vivre tous en Nouvelle-Calédonie. Personne ne va partir. Donc, à un moment donné, il faut qu'on accepte ça, il faut qu'on accepte qu'on va continuer à vivre tous ensemble, et il faut qu'on construise quelque chose pour continuer à vivre tous ensemble. Ceux qui croient, et je vois bien sur les réseaux sociaux, qui me disent « rentre chez toi », mais chez moi c'est ici, j'ai pas d'ailleurs moi, donc je vais être encore là demain.
que ça leur plaise ou non. Et eux seront là demain. Et vous savez, Marie-Laure Ukewe, hier, s'est exprimée en disant les Kanaks ne sont pas tous indépendantistes. Ça, c'est une réalité. Et demain, ici, c'est chez moi, mais ici, c'est aussi chez vous. Et ce sera encore chez moi, et ce sera encore chez vous. Et je crois que si on arrive tous à entendre ça, on arrivera peut-être à vivre ensemble. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Sonia Backes, merci. Merci.